Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 125. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Waouh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Je sais que j'étais en mode... Je reprends mon énergie après Hawaï. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau professionnel, mais aussi intellectuel, émotionnel, etc. Puis j'étais en mode opération minimale, ce qui est correct parce que j'étais aussi en train. En fait, je vous enregistre ça et je suis à quelques jours de mon départ pour la France, pour Paris notamment, où je vais passer près d'une semaine, 8 jours, je crois, un petit peu moins que 8 jours. Et c'est super excitant. C'est super excitant parce que je vais non seulement rencontrer ma coach, Kimberly Rose Pendleton, on va avoir une journée VIP entre nous, on va aller souper aussi à une autre occasion avec d'autres personnes. Je vais rencontrer Ben, mon assistant, avec qui je travaille depuis maintenant près d'1 an et demi, et c'est la première fois qu'on va se voir en personne, donc je vais passer aussi un peu à Annecy. Et je fais un brand photoshoot avec la photographe Wendy Yalom, et ça va être, en tout cas, il fallait préparer 7 looks, donc j'ai travaillé avec une styliste, puis bref, beaucoup de choses qui sont overall positive parce que en plus j'en profite pour organiser un événement Paris Love Story et en tout cas ça m'a inspirée. Tu sais, je suis beaucoup dans cette réflexion là en ce moment autour de qu'est-ce que je veux que ce voyage soit, comment est-ce que je veux créer ces expériences pour moi-même, mais aussi pour les personnes qui vont venir, les clients, etc. Mais vraiment, ultimement, comment est-ce que je veux vivre ce passage? Puis pour moi, des voyages, c'est toujours des passages, c'est toujours des marqueurs de temps. Et donc, il y avait beaucoup de ça aussi qui me prenait mon énergie mentale, sans compter, l'ouverture des portes de Money Brand, etc. Et aujourd'hui, c'est ça, j'avais envie de reprendre un peu le bal avec une réflexion qui est peut-être pas 100% ancrée dans la business et l'entrepreneuriat, mais qui, selon moi, est vraiment une réalisation importante qui est arrivée dans les derniers mois, peut-être même années, mais qui s'est beaucoup plus concentrée dans les derniers mois. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que je pense que dans le discours ambiant, surtout si on est baigné dans les discours du marketing, les discours de l'entrepreneuriat, les discours de la productivité, on ne parle pas assez de ce sujet, et vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, mais le sujet, c'est la beauté et le rôle de la beauté dans notre quotidien, dans notre façon aussi de vivre, mais de vivre notre expérience, d'être nous-mêmes, d'être en vie. Puis comme vous le savez, moi, je fais pas de distinction, il y a pas beaucoup de distinction entre, ceci est ton identité entrepreneuriale et ceci est ton identité dans le reste du monde. Puis je voulais vous offrir quelques réflexions autour de ça parce que je trouve que ça a été vraiment important dans les dernières années pour notamment la façon dont je voulais gérer mon entreprise. Et quand je dis gérer mon entreprise, vous pouvez aussi entendre en sous-texte gérer et vivre ma vie. Donc, je vais commencer avec une petite anecdote que je trouve intéressante. Quand je suis déménagée ici dans l'appartement dans lequel je suis, on avait acheté pendant la pandémie, ça avait été un moment assez traumatique avec 12 surenchères, on savait pas si on allait trouver, c'était très très stressant comme processus.
parce que, bon, on savait pas ce qui allait arriver avec le marché de l'immobilier. J'avais une fille en bas âge, bref. Tu sais, les finances, on savait pas ce qui allait se passer non plus. Mon congé de maternité se terminait, puis là, je tombais à temps plein dans mon entreprise. Bref, il y avait beaucoup d'incertitudes et le marché bougeait très, très vite aussi. Et il fallait prendre des grosses décisions qui demandaient une grosse prise de risque. Et donc, quand on prend ce genre de décision sous pression-là, souvent, ce qui arrive, c'est que émotionnellement, ben, ça nous draine. Et c'est ce qui est arrivé avec moi jusqu'au déménagement. On avait acheté au mois d'août et on a déménagé au mois de décembre. Donc, il y avait une grande période quand même dans laquelle on était dans le flou et l'incertain. Mais au moment où j'ai déménagé ici, j'ai vécu comme une espèce de réaction de rejet à cette décision, à cet appartement, à ce lieu dans que j'intégrais. Puis comment moi je le comprends, c'est que c'était en réaction immédiate à ce que j'avais vécu dans ce processus-là, de haut stress. Ce qui fait que j'étais comme un peu en déni que ça se passait. Genre, je trouvais, je voyais tous les détails négatifs dans cet appartement-là. Je le sentais pas, je sentais pas que je l'habitais, mais il m'habitait. C'était vraiment très étrange comme conscientisation comme une âme dans l'espace, quelque chose genre, j'étais comme en lutte psychologique avec mon lieu. Et j'ai commencé à réfléchir à ça parce que quelques mois ou même presque un an après d'être rentrée ici, les murs de mon bureau étaient toujours blancs, les murs de ma chambre étaient blancs, j'avais absolument rien décoré dans la maison. La seule chose qu'on avait fait, c'est que justement, on avait peinturé les murs, mais encore une fois, on n'a pas tout peinturé en même temps, donc ça a pris plusieurs mois avant qu'on finisse la peinture. C'était difficile d'avoir de la main-d'œuvre, c'était l'hiver, etc. Puis, à travers tout ça, ben, je ressentais cette pression psychologique-là de pas me sentir à l'aise, de pas me sentir chez moi, mais parce que c'était pas conscientisé, parce que c'était comme, ben, c'est juste les murs de ma maison, whatever, genre, je peux comme survivre, tu sais, genre, je suis pas en danger physique. Je repoussais toujours, puis ça devenait jamais une priorité. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle pas, ça a été quoi exactement le point de pivot, mais je me suis vraiment réveillée en me disant, je n'aime pas le lieu où j'habite et je peux faire quelque chose à propos de ça. Hein? Même si c'est pas ma maison de rêve ou peu importe, cette maison, elle est celle que j'habite en ce moment, mais je peux la rendre mienne. Je peux la rendre agréable, je peux faire la paix avec elle. Et pour faire la paix, ben, il faut que j'accepte qu'elle me fasse du bien d'une façon très personnelle. Et là, je me suis mis à fond dans la réflexion autour de la décoration de ma maison, surtout de mon bureau, surtout de ma chambre, là où je me repose, là où je me ressource, là où je dors, parce que j'ai comme eu cette intuition ou cette notion-là qui m'est venue que mon espace de vie était pas en train de contribuer à mon bien-être psychologique et émotionnel, ok? Parce qu'encore une fois, mon bien-être physique, c'était correct, genre j'avais un toit, tu sais, c'était pas ça qui était en jeu. Il y avait un autre inconfort qui était mis de côté parce que, justement, je me disais rationnellement, ben j'ai rien à me plaindre. Donc là, je me suis mis dans ce projet-là, puis je me suis dit, fuck that, genre, tu sais, peu importe si ça a l'air frivole, peu importe si ça a l'air, tu sais, je sais pas moi, privilégié ou whatever, je me mets là-dessus parce que je sais que je suis quelqu'un qui est très, très sensible à l'esthétique, à la balance, à l'équilibre, aux couleurs. Tu sais, mes sens ont besoin de réagir à ça, puis c'est la raison pour laquelle j'adore m'acheter des fleurs, j'aime regarder les beaux tissus, j'aime m'habiller avec des vêtements qui me font sentir bien, parce que il y a une importance dans
l'épanouissement de mes sens aussi, que, encore une fois, j'ai longtemps laissé de côté parce que, encore une fois, on vit dans un monde dans lequel c'est produit d'or, produit d'or, produit d'or, et tout le côté enjoyment, tout le côté appréciation est considéré comme un surplus. C'est quelque chose de plus que tu peux faire quand tout le reste a été pris en compte et que tu fais ton 150 000 par année, tu sais, genre, tout est réglé, tes dettes sont payées, nanani, nanana, là, tu pourras profiter. Puis là, moi, dans ma tête, ça a fait comme tilt. Non, ça marche pas comme ça. Moi, j'en ai besoin maintenant parce que c'est maintenant que ça me draine. Et là, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Bon, j'ai entamé ces décorations-là. Je me suis dit, OK, bon, let's go, on y va. Et ça a complètement tout changé dans mon outlook, mais dans ma façon de faire redescendre le stress qu'il y avait autour de moi. Plus je sentais cette complétion dans mon environnement, plus je sentais que je m'entourais d'objets que j'aimais, de choix que j'aimais, de couleurs que j'aimais, de textures que j'aimais, plus je me sentais safe, plus je me sentais que je pouvais relaxer, que je pouvais faire redescendre la pression parce que justement, j'étais en train genre de mettre en place un environnement qui me supportait, y compris dans cette esthétique que je créais autour de moi. Bon, là, je sais pas, je le dis parfois, mais je pense que c'est important que je le mentionne juste rapidement, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était attiré par les arts, si bien que durant mon bac, j'ai fait une majeure en histoire de l'art, je voulais devenir restauratrice d'art, et maintenant, j'accomplis un de mes rêves qui est de bâtir ma collection, que j'ai commencé justement quand, en fait, le premier cadeau que je me suis offert pour me célébrer d'avoir atteint mon premier 100 000, je pense, c'était ça. Je me suis acheté une œuvre. Je me suis acheté un tableau. Donc, pour moi, l'art est super important et est loin d'être frivole. Hein? C'est loin d'être considéré, c'est loin d'être comme quelque chose d'inutile, même si l'art n'a pas d'utilité en soi. OK? Puis, ce que ça m'a fait réfléchir beaucoup, là, cette expérience avec mon environnement, c'est que, naturellement, tu sais, la beauté ou l'esthétique, ou ce travail-là qu'on fait autour de, se sentir bien avec ce qu'il y a autour de nous, ces objets-là, c'est considéré comme frivole, c'est considéré comme un luxe, et c'est associé à l'inutile, et ce qui est drôle, hein, puis le lien est pas très loin à faire, hein, à qui on associe la beauté? Aux femmes. C'est le domaine des femmes, de rendre ça beau. Puis moi, je me rappelle, ça me faisait toujours rire. Quand je travaillais en communication dans des grandes entreprises, des fois, il y avait des gens qui venaient puis ils me disaient « Fais ça beau, genre. Tu sais, fais-nous un beau PowerPoint. Fais-nous une belle affaire. » Même si, genre, ça me frustrait totalement, genre, qu'on me dise que mon travail, c'était ça, de rendre les choses belles. Mais en même temps, il y a une valeur, il y a comme... À la fois, c'est valorisé et non valorisé, tu sais, c'est le domaine du féminin, c'est le domaine des femmes, c'est le domaine, mais en même temps, c'est perçu comme inutile, c'est perçu comme un luxe, c'est perçu comme un surplus. Et moi, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que c'est justement parce que c'est inutile, entre guillemets, que ça a énormément de valeur et que ça a énormément de puissance dans nos vies. Parce que ce qui arrive, c'est que la beauté, l'esthétique, l'art, etc., puis peu importe comment vous voulez définir ces termes-là, ça nous ramène au moment présent. Par son inutilité, par le fait qu'elle n'est pas productive en soi, elle nous ramène à nos sens, à qui on est, à notre identité, à notre expérience du présent. Puis ça a énormément de valeur pour créer la stabilisation de notre énergie, mais aussi de notre bien-être et de nos environnements, parce que, encore une fois, on sort de l'impératif de productivité dans lequel on est plongé constamment. Donc, ce que la beauté amène, puis là, pendant que je vous parle, je viens de recevoir un petit vase en verre, tout taillé, et j'y lui ai déposé dedans une petite chaîne en or complètement fine. Et à chaque fois que je pose mes yeux sur cet objet qui vient d'entrer dans ma vie, dans mon espace, j'ai un sentiment
genre, j'ai un sentiment de joie qui m'habite. Hein? Puis c'est juste parce que je le regarde. Puis plus ces choses-là m'entourent, où je pose les yeux sur elles et j'ai un sourire interne, genre j'ai envie de les toucher, de les regarder, j'aime la lumière qui tombe sur elles, j'aime la couleur qu'elles ont pour interagir avec d'autres objets à côté, bref. Tout ce sentiment esthétique-là me procure, moi personnellement, et je sais que je ne suis pas la seule, cette espèce de sentiment d'apaisement ou de plaisir au quotidien qui me ramène dans mon expérience d'être humaine et dans la beauté de cette expérience aussi. Parce que ce qui arrive avec cette beauté, ces objets ou peu importe, là, les fleurs, l'odeur d'une fleur que vous mettez à côté de vous ou d'un parfum que vous portez ou la douceur de la laine de votre chandail ou peu importe, ça nous rappelle que certaines choses existent simplement pour être admirées et appréciées. Puis ça, c'est l'inverse de la productivité. C'est l'inverse de cette fameuse notion que pour avoir de la valeur, il faut qu'on produise quelque chose. Il faut qu'on donne en retour. Certaines choses ont de la valeur simplement parce qu'elles existent et elles sont là simplement pour être admirées et appréciées. Puis il y a quelque chose de vraiment, vraiment sécurisant là-dedans. Sécurisant dans ces petites choses. Puis moi, avec ma fille, on aime à chaque fois que le printemps arrive ou des choses comme ça, ou même pendant l'été, c'est très important pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui va s'arrêter puis qui dit « Regarde cette belle fleur! » Genre, arrêtons-nous pour la sentir parce qu'elle est là pour être admirée, elle est là pour être appréciée. Et c'est un de mes plus grands luxes comme être humaine de pouvoir m'arrêter pour l'apprécier. Puis trop souvent, on pense qu'il faut mériter les beaux objets, les belles expériences, mériter de s'arrêter pour sentir la fleur si on a assez travaillé, si on a assez produit, si on a fait X nombre d'argent, si on a atteint X objectifs. Puis moi, ce que je veux commencer à intégrer dans la philosophie qu'on a de l'entreprise, de l'entrepreneuriat comme mode de vie aussi, c'est que cette beauté, ces expériences, ces luxes, entre guillemets, peuvent exister sans qu'on ait à les mériter, simplement parce que on décide de les intégrer autour de nous. C'est pas quelque chose qu'on gagne. Hein? La beauté, l'esthétique, le sentiment esthétique, c'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qu'on invite dans nos vies, qu'on invite dans notre quotidien. Parce que je trouve que c'est tellement radical, justement, de se réapproprier ça, de dire si je suis digne de m'entourer de beaux objets, si je suis digne d'avoir des expériences luxueuses, si je suis digne d'être dans un mode au-delà du productif, il y a quelque chose de edgy, il y a quelque chose de décadent comme un gâteau au chocolat extrêmement riche avec genre une cerise qu'on croque et l'acidité qui tombe dans notre bouche. Bref, vous comprenez là où je m'en vais, mais cette sensualité de l'expérience qui a besoin d'exister dans nos vies pour nous sécuriser, mais aussi faire redescendre la perception qu'on est constamment en train de chasser quelque chose. Donc, pour moi, entourer ma vie de beauté, entourer notre vie de beauté, c'est un des objectifs que je trouve que c'est un des objectifs nobles qui valent par elles-mêmes sans avoir aucun besoin d'utilité. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles, une fois, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu veux amener au monde de l'entrepreneuriat? On m'a demandé ça en podcast. Et moi, j'ai dit, je veux amener plus de poésie. Plus de poésie pour se rappeler que oui, on peut faire de l'argent, oui, on peut servir, oui, on a toute cette valeur à offrir, cette créativité, etc. Mais on peut aussi créer de la poésie qui fait du bien à soi-même, aux autres, parce que ça nous rappelle qu'on est
présentement dans ces corps, dans cette expérience humaine, et que simplement pour ça, ça vaut la peine d'être célébré. Comment est-ce qu'on peut ajouter plus de beauté dans nos journées, dans nos entreprises, dans nos vies, dans notre quotidien? C'est ça la question avec laquelle je veux vous laisser. Et voilà, je suis curieuse d'entendre les réflexions qui vont survenir à la suite de ça. Et je vous dis à très vite et j'espère vous faire un bel épisode au retour de Paris avec toutes les belles choses que j'aurais vues, ressenties, expérimentées. À bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!